Marceau, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup de nous accorder à nouveau cet entretien chez Livre Noir. Alors, merci à vous. pour les quelques abonnés de Livre Noir qui ne te connaissent pas, donc tu es un dessinateur populaire, tu as un véritable succès depuis quelques années, notamment avec les différents opus, je dirais, de la BD Brum. Tu es également dessinateur qu'on peut appeler aussi controversé. On verra, on en reparlera un petit peu selon les qualificatifs qu'utilisent certains journalistes évidemment du même bord. Également, tu collabores à la revue La Furia, qui fonctionne très bien depuis un peu plus d'un an et demi. Et là, tu reviens justement avec une BD, Expérience de mort imminente, qui est vraiment très forte, très intense. Tu l'as écrite également avec Papacito. Donc, on va revenir dessus, sur beaucoup de personnages que j'ai trouvé vraiment passionnants. Mais d'abord, tu connais un peu la tradition de cette émission, c'est de commencer par une citation. Et moi, j'ai voulu prendre celle de Pierre-Auguste Renoir, donc le célèbre peintre, qui a dit « Ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver ». Qu'est-ce que ça t'évoque personnellement ? Une réalité qui peut s'appliquer ailleurs que dans le domaine artistique, c'est que tout ce qui paraît simple et qui est bien fait est forcément le fruit d'un travail extrêmement long. C'est comme on pourrait étendre ça à la chirurgie. Le chirurgien qui arrive à bricoler un truc minuscule à côté du cœur, il a fallu qu'il bosse 15 ans et qu'il s'enfile ça de bouquins pour réussir à le faire proprement. Donc tout ce qui paraît simple, encore plus en ce qui me concerne vraiment moi, parce que j'ai toujours voulu, malgré une certaine sophistication dans mon tracé, dans les détails que j'apporte, euh, faire en sorte que la forme soit la plus simple et la plus lisible possible. Moi, j'ai jamais voulu surcharger, je voulais que le message passe simplement. Et pour qu'un message, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit humoristique, politique ou autre, passe bien, il faut forcément que le dessin soit clair et bien fait. Et c'est très difficile de dépouiller jusqu'à arriver à un résultat propre. J'utilisais tout à l'heure la formule de dessinateur controversé, parce que je t'ai entendu chez un de nos confrères justement utiliser cette formule en disant que c'était un qualificatif qu'on te donnait. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je pense mal uniquement, parce que je pense pas être forcément plus engagé que d'autres artistes, quel que soit le domaine, hein, que ce soit musical, dans le cinéma, le dessin, la chanson. C'est simplement que j'ai des idées qui sont partagées par beaucoup de Français, mais par pas beaucoup de gens qui appartiennent, on va dire, au cercle autorisé. Et donc, à partir de là, moi, je ne suis pas engagé, je suis controversé. Comment cela peut s'illustrer, par exemple, un peu dans ta carrière de dessinateur, de ce que tu as pu subir aussi, je pense en termes de menaces, en termes d'accusations ? Je suis pas non plus à plaindre, hein, je vis très bien, je n'ai pas de problème pour dormir, mais ce dont j'ai pu être l'objet, ça va être, pour commencer, des bâtons dans les roues. Donc ça va être des libraires qui refusent de commander ou alors qui laissent les cartons bien en évidence, enfin bien justement pas en évidence, pour pas que les bouquins soient visibles et achetables. Ça va être absolument toutes les portes fermées de tous les festivals, oui festivals, pas festivals, de tous les festivals possibles et imaginables. Autre évidemment des festivals un petit peu marginaux et à thème. Donc on va dire c'est ça dont je suis l'objet. C'est vraiment des bâtons dans les roues quand c'est pas des attaques directes, mais les attaques sont finalement assez rares avec le temps, puisque je pense que mes ennemis ont constaté que ça n'avait plus d'effet sur moi, au minimum, parce qu'au maximum, en fait, ça maximise les ventes. C'est-à-dire que forcément, quand tu as des gens, des journalistes qui sont détestés par tout le monde, quand ils disent ce mec-là est un enfoiré, bah forcément les gens se disent bah, sûrement que ce gars-là est un type sympa, et on va voir ce qu'il propose. Donc non, non, c'est tout à fait... c'est pas du tout insupportable. C'est aussi parce que tu abordes, notamment dans l'expérience de mort imminente, tu touches un peu aussi avec beaucoup d'humour les thèmes de l'immigration, les thèmes un peu, je trouve, du wokisme, on en parlera tout à l'heure un peu, de la dégénérescence d'ailleurs d'une certaine façon. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'en fait, on ne peut plus avoir d'humour, contrairement peut-être à ce qui se passait dans les années 60-70, et qu'en fait, si on empêche les gens d'avoir de l'humour, d'avoir une sorte de violence aussi, parce que clairement, il y a de la violence dans tes dessins, même si on peut pas tout montrer, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, si on enlève l'humour, si on enlève la violence des dessins, on peut continuer à dessiner ? Oui,
Enfin oui, enfin oui et non, c'est-à-dire que ce que tu viens de dire est un lieu commun. C'est pas du tout pour t'attaquer, mais je veux Non. dire, c'est un truc qui est beaucoup répété, c'est le fameux on peut plus rien dire. Ça, il faut réussir à le dépasser. Euh, D'ailleurs, beaucoup de gens qui disent on peut plus rien dire disent le ne disent disent pas, finalement. oui, ou ne disent pas déjà le tiers quand ils peuvent dire quelque chose de ce que tu dis ou de ce que Oui, tu oui, exprimes oui, dans tes bandes dessinées, bien quoi. sûr, en plus. Mais au-delà de ça, moi, je te dirais qu'il faut surtout se mettre dans un état d'esprit particulier de résistance à toutes les attaques qu'on peut subir quand on dit justement des choses qu'on n'a pas le droit de dire. C'est pas compliqué. En vrai, on peut quand même tout dire. Il faut juste se blinder pour encaisser ce qui va venir après, quoi. Alors justement, il y a dans ta bande dessinée Expérience de mort imminente, moi, il y a plusieurs histoires que tu racontes dedans. Tu ressuscites d'une certaine façon les personnages de Saint-Pierre aussi. Tu joues vraiment avec Satan, vraiment le paradis, l'enfer. Et pour toi, en fait, qui va aller au paradis et comment et quel va être le jeu aussi avec Satan, c'est vraiment bien fait. Et ta première histoire, elle parle d'un petit gros, je dirais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu as voulu raconter? Qu'est-ce qu'on a voulu raconter? En fait, l'histoire, Parce en que tu es gros, c'est... sévère avec lui, hein. Je suis très, très sévère. Après, c'est pas Pasto qui fait les textes, hein. Moi, je me déresponsabilise. Moi, je fais que les dessins. Non, non, mais ce qu'on a voulu raconter, en gros, l'histoire, c'est un petit gros qui finit par mourir d'arrêt cardiaque, parce que c'est ce qui va arriver à tous les petits gros, euh, qui est renvoyé sur Terre par Saint-Pierre, et avec la promesse faite à Saint-Pierre de se reprendre en main et de ne pas recréer le même schéma qui l'amènera à l'obésité. Et du coup, il fait trop, et il devient ultra, ultra sportif, ultra nazi, et du coup, il finit par mourir aussi, mais il est renvoyé encore sur Terre par Saint-Pierre qui lui dit, mais c'est bien de plus être gros, mais c'est pas bien d'être complètement nazi non plus, donc il faut Surtout qu'il essayer a de calmer tué le tout le truc. monde dans sa Et il a prison. tué tout le monde, etc. Et donc il revient, bon, on va pas faire la fin de l'histoire, mais il revient sur Terre en étant moyen. D'ailleurs, tu es beaucoup plus sévère en final. Je suis beaucoup plus sévère avec le moyen, parce que les moyens, c'est les pires. Comment pour toi, ce personnage, ce petit gros, pourquoi vous avez voulu commencer justement cette BD en parlant de ce petit gros? Parce que Papacito et moi, on a quand même un point en commun, c'est qu'on était un petit peu grassouillés avant, mais j'en avais parlé dans ma première interview de chez Livre Noir. Sans non plus ressembler à des lamentins, mais je veux dire, on avait 2-3 kilos en trop. Et par le sport et la discipline, on a fini par s'en sortir et avoir des physiques acceptables. Donc en fait, nous ce qu'on dit, c'est simplement un contre-discours. Comment on appelle ça, les body positives, là? C'est ça, Ouais. qui explique qu'en gros, le fait que les personnes soient obèses, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute, c'est-à-dire que c'est parce que c'est les os lourds, c'est parce qu'il y a des McDo au coin de la rue, c'est parce que les gens peuvent pas s'empêcher d'aller chercher des Twix dans les rayons et on n'y peut rien, c'est comme ça. Et nous, ce qu'on voulait dire dans cette BD, alors on l'a traité évidemment par la satire et par l'excès, mais c'est notre mode de fonctionnement, c'était qu'en fait, si, on peut, et bien sûr qu'on peut s'en sortir, mais ça aussi c'est un lieu commun, mais aujourd'hui le discours dominant martèle tellement que c'est de la faute de personne pour rien d'ailleurs, hein. On prend l'obésité parce que tu m'en parles, mais rien n'est de la faute de personne pour rien. Personne n'est responsable de rien. C'est-à-dire que si t'es pas bien dans ta vie, si t'avances pas, si t'es mou, si t'es gros, si t'as aucune volonté, c'est forcément à cause d'éléments extérieurs qui, tu observes, sont souvent, ramènent souvent même des dénominateurs communs, à savoir l'homme blanc, patriarcal et violent. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi dans ce que tu racontes, c'est comment sa mère et sa grand-mère essayent de le rassurer en permanence. Oui. Et il finit d'ailleurs par, quand il revient sur Terre, par la tuer. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est pour toi, est-ce que ce que tu voulais montrer, c'est le côté, en tout cas moi c'est ce que j'en ai lu quand j'ai dévoré cette BD, que même à l'école aujourd'hui, on ne peut plus être exigeant envers les gens. Oui, on peut plus être exigeant. Et une fois de plus, moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas, et quel que soit le domaine visé, c'est la culture de l'excuse. En fait, j'aime pas les gens qui abandonnent. Voilà, je sais pas parce que. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai dû faire preuve de beaucoup de volonté, de beaucoup de résilience dans ma vie, que je suis finalement aussi intolérant, mais j'aime pas les gens qui abandonnent. Et pour revenir au discours de l'obésité, sur l'obésité, moi, je voyais un reportage avec une femme qui était quand même, enfin, qui était obèse et qui expliquait que au bout de 10 ans de régime, que ça marchait pas, le sport ça marchait pas et tout, elle avait dit bah, finalement je vais m'accepter comme je suis et c'est beaucoup plus simple. Et ça en fait c'est de l'abandon parce que
de dire bah, je m'aime pas, mais c'est aux autres finalement de m'accepter, c'est quelque chose de terrible. C'est encore de l'abandon et ça, j'aime pas du tout. Et effectivement, pour oui, tout ce genre de. Toute cette. Comment dirais-je toute cette idéologie, cette façon de faire mortifère est évidemment enseignée à l'école où on explique que, enfin aujourd'hui, même ton genre, c'est même plus ta faute finalement. Donc tout est excusé, tout est déresponsabilisé. Et il faut que les gens aujourd'hui soient responsables et soient maîtres de leur vie. D'ailleurs, tu parles du petit gros, mais ça aurait pu être tout à fait aussi ce qui touche aussi pas mal de femmes, hein. Je pense à gauche, dans les mouvements féministes, etc. Cet aspect où la beauté n'est plus importante, les gens sont... Voilà, et dans le fond, c'est insultant si on demande à une femme d'être belle. Tu pourrais justement t'attaquer un peu à l'aspect féminin dans ta BD, parce que c'est vrai que c'est assez masculin sur les personnages Ouais. sur lesquels tu tapes. C'est quelque chose que tu pourrais faire ou... Oh, il me semble que j'ai déjà traité dans Oui, mes bien autres sûr. albums le sujet du féminisme, Ah oui, oui, non, bien sûr. un petit peu, ouais. C'est là-dessus, c'est la comparaison avec Ouais. l'abandon. Ouais. Il y a également un autre passage de ta BD sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, que j'ai vraiment trouvé pas mal. Tu racontes à un moment donné comment Satan fait une réunion avec les diables et il leur dit, voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus peur de l'enfer. Il faut absolument qu'on trouve une punition, un châtiment à la hauteur en fait des maux que font les gens. Euh, et ce que tu décris est assez intéressant, très drôle. Est-ce que tu pourrais un peu me l'expliquer? Bah, ce qu'on décrit, parce que rapidement, au bout d'une case ou deux, le lecteur comprend que le nouvel enfer, le néo-enfer que Satan décrit, c'est finalement le quotidien en France aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on l'a fait d'une telle manière que, enfin, je suis très content de cette histoire-là, parce que c'est vraiment du concentré de ce qu'est la France aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'arrive pas à concevoir qu'une personne mentalement saine euh, trouve que le quotidien en France aujourd'hui est doux, quels que soient les domaines d'ailleurs. Tout est expliqué dans cette BD, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, Satan dit, enfin les démons commencent à faire une espèce de mélange des idées, à sortir leurs idées, et il y en a un qui dit, bon bah ce qu'on va faire, c'est que pour pas que le mec se rende compte qu'on est en enfer, qu'il est en enfer, on va faire un truc qui ressemble à la vie sur Terre, mais avec des petits désagréments en plus. Alors Diable, il dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme désagrément? Alors le mec, il dit, bah, le mec, il va beaucoup travailler et on va en prendre une grosse partie du fruit de son travail pour le donner à d'autres personnes. Alors quoi comme autre personne? Bah tiens, par exemple, des criminels qui vont l'agresser. Et ensuite, les gens qui vont défendre des criminels seront aussi payés que les impôts du mec. Enfin, en gros, ils décrivent le quotidien en France aujourd'hui. Évidemment, on va beaucoup plus loin que ce que j'ai pu t'en dire. Mais ouais, cette histoire est vraiment très bien parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Justement, tout à l'heure, on l'évoquait aussi, on l'évoquait un peu avant de commencer l'entretien. Il y a des mots, il y a des images que tu utilises, il y a des dessins que tu fais qui aujourd'hui ne peuvent clairement pas être évoqués aussi bien lors d'un entretien que mis à la caméra. On essaie de mettre quelques dessins un peu dans l'entretien, mais on ne peut pas tous les mettre, ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi, tout simplement? Alors ça, c'est surtout un problème d'algorithme, je crois, et d'association par derrière. Mais il y a des mots, bon, forcément, je peux pas les dire, mais en gros, des insultes homophobes ou racistes, etc. Quel que soit le personnage d'ailleurs qui les prononce, hein, même si on fait ça sous couvert d'humour, ça passe simplement plus. C'est une histoire d'algorithme. En fait, les algorithmes repèrent les mots interdits et ensuite, ça remonte directement aux associations qui font des procès. Associations payées avec nos impôts et Ouais, ça, c'est l'histoire. À chaque fois, tout est payé in fine. Absolument, on en revient au truc, ouais. Et justement, toi, tu as commencé ta carrière de dessinateur aussi à travers les réseaux sociaux. Il y a des questions qu'on a demandé un peu au public où ils disaient, est-ce qu'il y a un moment donné, au début quand tu étais plus jeune, tu t'es dit, voilà, je peux faire de mon dessin ma carrière, je peux en gagner ma vie ou pas? Est-ce que vraiment, de base, tu t'es dit à 15 ans, 16 ans, je suis vraiment bon, ou tu avais une sorte d'angoisse de te dire, j'arrive pas. Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été un ami quand j'avais la vingtaine, enfin 19 ans, qui m'a dit il faut absolument que tu fasses de la BD. J'ai commencé à en faire quelques-unes simplement parce qu'il m'avait demandé, donc j'avais que ça à faire.
et ça m'a plu et je me suis plus investi. Et pour répondre à ta question, moi, dès que j'ai commencé sérieusement la BD, donc on va dire à 20 ans, je m'étais fixé comme objectif d'en faire mon métier. C'est-à-dire que je n'avais aucun plan B. Voilà, j'avais aucun plan B. Je m'étais dit, si à 30 ans, ça n'a pas pris, ma foi, je retourne à l'usine. Enfin, je reste à l'usine puisque je faisais les deux en même temps, hein. Je faisais usine la nuit ou le jour, ça dépendait des horaires. Et le reste du temps libre était consacré à la BD. Donc non, moi je me suis fixé comme objectif. À 20 ans, je savais ce que je voulais faire de ma vie. Et tu as toujours été, parce que tu vois, c'est vrai que dans la BD, tu critiques d'une certaine façon ceux qui abandonnent. Est-ce que tu as toujours su garder ta ligne, travailler à fond, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment une période de ta vie qui justement était beaucoup plus difficile? Je t'avais entendu une fois expliquer clairement que si aussi il y avait une sorte de violence dans tes dessins, d'une certaine façon, ça évoquait aussi une certaine jeunesse. Comment tu vois les choses? Oui, enfin, j'ai eu, comme tout un chacun, des périodes difficiles dans ma vie pour des raisons diverses et variées, hein. Ça, il n'y a pas de... Je ne suis pas mieux ou pire qu'un autre. Et après, ce que tu expliquais, c'était au niveau de la discipline que j'ai pu mettre dedans, Oui, par exemple. exactement. Comment toi, pour le coup, tu as... Moi, Parce que, d'ailleurs, dedans, à un moment donné, on lit que tu travaillerais de 6 heures à 22 heures. Comment t'organises justement ta vie là-dessus? Parce que c'est vrai que les gens se disent, bah, je veux dessiner, ils peuvent penser qu'en fait, le dessin, bah, on dessine et c'est fini. Et il y a une vraie discipline de vie. il y a une discipline de vie, mais ça parce que ça vient de mes années de chantier, en fait. Sur le chantier, même si ça va pas, même tu t'es fait larguer la veille, tu t'es pris une cuite, t'es pas en forme, t'es malade, peu importe. Enfin, malade. Tant que t'es pas non plus croulant, mais je veux dire, t'es pas en forme. Quoi qu'il arrive, il faut être sur le chantier à l'heure. Ça marche pareil pour l'usine, enfin, ça marche pour tous les métiers normaux finalement. Il y a pas de choix là-dessus. Et ayant commencé ma carrière comme ça, j'ai gardé cette discipline par la suite. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a des jours où j'ai pas forcément envie de dessiner parce que je sais pas, je suis pas en forme, parce qu'il y a plein de facteurs. Et ben, j'y vais quand même parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire que le plus grand risque en fait dans les métiers artistiques, c'est que on est rarement tenu à des obligations horaires. Il y a pas de, on n'est pas aux 35 heures. Si je veux, là, tu vois, par exemple là, enfin, je pourrais parfaitement passer 3 jours à rien faire après. Là, j'ai pas d'horaire, je suis chez toi, mais je pourrais être ailleurs. Enfin, tu vois. Et non, il faut toujours garder une discipline, c'est hyper important. Pour ça, même dans la vie en général, il faut garder un cap. Selon moi, peut-être qu'il y a des gens qui se débrouillent en ayant une manière de fonctionner un peu plus anarchique, mais moi, j'ai toujours voulu mettre cette discipline, c'est hyper important. Dans le fond, quand tu dessines, quel est le message que tu veux passer? Ça paraît basique comme question, mais quel est l'objectif? C'est le dessin en soi? C'est de donner des règles de vie aux gens? C'est... J'aurais bien du mal à répondre à ta question. La dernière, non, sûrement que non. Pas donner de règles de vie aux gens. Je n'aime pas. Là, tu m'as posé des questions, donc je t'ai parlé de mon ressenti relativement à la discipline et notamment au sport. Mais je me permettrais pas de faire le coach de vie, en fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, j'aime pas trop cette manière de faire. J'estime que quiconque peut se débrouiller tout seul pour se prendre en main, qu'il n'a pas besoin d'un avis extérieur, qui plus est payant. Mais sinon, qu'est-ce que tu voulais dire, excuse-moi? Savoir pourquoi tu dessines. Oui, pourquoi je dessine? Écoute, je sais pas. Alors, au début, il y avait un aspect catharsistique. Je crois que le mot est correct. Ouais. Un truc comme Si, ça. c'est la Catharsis, ouais. grosso merdo. Parce que j'ai pas eu une vie forcément toujours très simple. Et puis, des névroses à traiter, des machins comme ça. Donc, je trouvais ça plus sain et moins dangereux pour mon entourage de le traiter par le dessin. Au-delà de ça, c'est quelque chose que j'aimais visuellement. Moi, j'ai baigné dans Gottlieb, donc les graphismes qui partent dans tous les sens, les trucs en mouvement très puissants. J'avais envie d'apprendre à faire pareil. Et donc, c'est venu comme ça. Donc, effectivement, j'ai eu une période dans mon travail où j'étais extrêmement violent. D'ailleurs, à l'occasion de la réédition des Brumes, je retrouve ces premières planches qui me font beaucoup rire parce que c'est vrai que c'était beaucoup moins fin que ce que je pouvais faire aujourd'hui. Par la suite, j'ai fait quoi? J'étais plus effectivement dans un message politique. D'abord parce que je croyais à ce message-là, et j'y crois toujours, hein, j'ai pas varié. Et aussi par provocation, puisque c'est là que j'ai commencé à être l'objet d'attaques vraiment de la part de la gauche et des féministes vers 2015-2016. Donc par provocation, j'en rajoutais. Donc là, j'avais vraiment un dessin politique.
Et aujourd'hui, je pourrais pas te dire que je suis mu par une idée particulière. Je dessine ce que j'ai envie de dessiner, avec les gens avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc en l'occurrence Papacito, parce que c'est un ami et que c'est un bonheur de travailler avec lui, et qu'on a à peu près le même genre d'idée, mais en gros, c'est pas un objectif. Je me dis pas, tiens, dans ce bouquin-là, je veux dénoncer ça parce que je tiens à le dénoncer. Non, ça vient comme ça vient et je dessine comme je respire et comme je pense. Comment d'ailleurs, comment tu collabores avec Papacito? C'est une question aussi que pas mal se demandaient. En termes de personnalité, en termes de travail, en termes C'est de... simple comme tout. C'est simple comme tout parce que ni lui ni moi n'avons été formés de manière académique. Ce qui fait que lui, il me livre pas des scénarios tout propres avec case 1, case 2, etc. Et de toute façon, moi, je serais incapable d'y répondre puisque je me suis formé à la sauvage. Hein, j'ai ma technique à moi. Et donc, comment ça se passe? Déjà, on s'appelle pendant plusieurs heures. On se fait marrer, première chose, on se fait rigoler. Donc, tiens, imagine, là, il y a un 4x4 qui arrive sur la tronche de la gonzesse, etc. Des machins comme ça. Euh, Ensuite, ça gamberge un petit peu de son côté. Il m'envoie des gros blocs plus ou moins brouillons, ça dépend. Des fois, quand on a simplement des idées, il m'envoie des blocs. Et vu qu'on en a parlé la veille, moi, j'arrive à tailler dedans pour en faire un découpage intéressant et faire en sorte que la BD soit fluide. Et sinon, comme ça pouvait être le cas dans Expérience de mort imminente, mais tu l'as vu parce qu'elle est quand même un peu plus aboutie que ce que j'ai pu faire par la suite, par le passé. Là, il a vraiment pris plus de temps pour travailler les scénarios, pour développer les choses. Ce qui fait que j'ai eu moins de travail, on va dire, de découpage à faire dans cette BD-là que j'avais pu le faire avant. Ça a été vraiment une collaboration plus aboutie, là. Ouais, donc c'est vraiment le plaisir aussi qui... C'est le plaisir, c'est une collaboration de copains. De toute façon, je peux travailler avec des copains. J'ai travaillé avec Cordel, qui est un ami depuis longtemps. J'ai travaillé avec Mathias Coping, qui est un super copain, en plus d'être un auteur excellent. Avec Hugo, donc, mais lui, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Et je pense qu'à terme, on va souvent travailler avec Laurent Berton, qui est devenu un bon ami avec le temps aussi. Ah, t'aimerais bien faire des bandes dessinées? On en parle un petit peu, lui et Ouais. moi. On ne sait pas quand ça va venir, mais c'est sûr qu'il va y avoir un truc qui va tomber. Ouais. Ah, c'est Ce serait dommage quand même de... oui, ah, bien sûr, ce serait génial. Et tout à l'heure, justement, tu parlais un peu de tes références, Gottlieb, etc. Comment tu baignes, comment tu arrives aujourd'hui à t'inspirer? Tu t'inspires dans quel univers tu baignes, justement, pour in fine accoucher de ce type de bande dessinée? Alors, je baigne dans aucun univers parce que, paradoxalement, je lis très peu de BD. Parce que quand je tombe sur quelqu'un de meilleur que moi, ça m'énerve. Ouais. Ça arrive des fois, donc ça Il ne m'agace. faut pas désespérer. Oui, mais je travaille, mais ça m'énerve. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, je n'ai jamais été un grand lecteur particulièrement. Et sinon, j'ai baigné en fait dans l'univers glacial historique, donc des années 70, 80, 90, parce que tout simplement à la maison, il y avait des BD de Gottlieb partout, des Carmen Cru, de plus que tous les classiques, les Lucky Luke et tout ça, Astérix, Tintin. Et voilà, c'est d'abord les gens disent souvent que je copie Gottlieb. Bon, ça, c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien. Mais c'est évident que je me suis inspiré, qu'il y a une inspiration gottlibienne dans mon dessin, parce que comme je t'avais dit, moi j'aimais beaucoup, ça me parlait en fait, ces planches très violentes de Gottlieb. Alors, il a pas fait que des trucs brutaux, mais si on prend notamment les Ralovli et les Ragnagna, c'est des albums quand même qu'on voit pas mal. Hein. Il y a des grosses patates, il y a des visages déformés, il y a des onomatopées énormes. C'est le premier à faire ça. Et moi, ça m'a tellement plu qu'effectivement, au début, je me suis beaucoup inspiré, tout simplement parce que je voulais comprendre comment ça marchait. Donc, quand tu veux comprendre comment ça marche, tu regardes comment c'est foutu et tu essaies de le reproduire toi-même. Et ensuite, quand tu travailles régulièrement, forcément, ton style vient se mettre par-dessus. En fait, ça a toujours été comme ça. On s'inspire toujours de quelque chose. Tous les artistes comme ça, tous les groupes de rock, ils vont toujours être inspirés par des groupes de rock plus vieux, etc. etc. C'est naturel. Mais moi, donc, j'ai baigné dans le flux glacial noir et blanc, et c'est sûr et certain que je resterai noir et blanc jusqu'au bout. Il y aura peut-être des fois des petites bricoles en couleur parce que ça peut être sympa, mais moi, mon truc à moi, c'est vraiment le noir et blanc sauvage. Non seulement pour rendre hommage à cette époque que j'ai tellement aimée, sans l'avoir vécue, paradoxalement, de flux glacial. Et aussi parce que à flux glacial même, quand j'avais postulé, il m'avait dit qu'il fallait que j'abandonne le noir et blanc pour faire de la couleur, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Donc, à chaque fois que je fais du noir et blanc, je suis très content de me rappeler de ce moment-là. Comment justement, toi, c'est généraliste comme question, mais comment tu perçois aujourd'hui justement le monde des artistes qui aujourd'hui est quand même très politiquement correct, qui ne surprend plus?
et qui justement, pour le coup, est là pour nous dire ce qu'on doit penser? Euh, Ce serait bien présomptueux de ma part de donner un avis là-dessus. Je te dirais quand même, pour me faire l'avocat du diable, que j'imagine que dans le lot, on a quand même des bons. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une immense majorité, je te dirais au moins 99%, comme tu l'as soulevé, nous dit quoi penser. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs sont subventionnés et qu'ils sont en groupe et il faudrait surtout pas rompre comment dire, la sérénité du groupe en s'affichant facho tout d'un coup et en étant viré et en n'ayant plus tout ça. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça m'agace, quoi. Je pense que ça m'agace parce que les mecs sont des suiveurs, parce que les mecs sont. Enfin, il y a une telle. On en revient encore à mon histoire Ouais. dans le truc avec le diable, les impôts, etc. Il y a une telle abîme entre ce que prônent les artistes aujourd'hui, quel que soit le domaine, et comment les gens y réagissent, que c'est rageant. Enfin, on compte plus le nombre de bides avec les films pro-migrants, là, je sais même plus comment ils s'appellent, des trucs nommés 43 fois au Festival de Cannes. Ça fait 43 entrées, ça coûte 20 milliards à produire. Enfin, tu vois, c'est absolument insupportable. Et puis, moi, pour le coup, tu vois, je m'en fous maintenant, ça m'est largement passé au-dessus, encore heureux, parce que sinon, j'aurais plus de vie, mais j'ai vraiment pu mesurer à quel point j'avais tout le métier contre moi. Je te parle vraiment pour la BD. Quand j'ai commencé à avoir des problèmes vers 2015-2016, quoi, même encore après, tout le monde m'est tombé dessus. J'ai pas eu un soutien. Ils me sont tous tombés dessus. Pour quel résultat, je sais pas. Est-ce que le fait de m'avoir piétiné quand j'étais par terre, ça leur a apporté une petite gamelle supplémentaire, une subvention, je sais pas, mais tous ces artistes sont vraiment très pénibles, quoi. Très, très pénibles. Parce qu'on leur coupe la subvention, il n'y a plus personne, quoi. Est-ce que tu as déjà perdu des amis, justement, ou jamais? 2 ou 3 ouais, au début. Mais c'est pas grave, hein. C'est la vie. Ouais, ça permet justement de tester un peu le tout. Et c'est vrai que tout à l'heure, même quand je parlais d'univers dans lequel tu baignais, ce qui est intéressant, c'est que sur cette BD, c'est très actuel. Mhm. C'est-à-dire que sur la partie de subvention, ça m'a fait penser un peu à Conspiracy Watch. On a Ah, mon réalisé Dieu, quel enfer. qu'ils ont touché de l'argent en fait par le fonds Marianne, par Marlène Schiappa. Et c'est les mêmes en fait qui, avec nos impôts, vont passer leur temps justement à essayer de dire ils sont d'extrême droite. En ce moment, c'est aussi, on le voit aussi dans ta BD, tu parles, le petit gros, il finit par aller en enfer parce qu'en fait, quand il est devenu moyen, il a fait barrage à la haine, etc. Et c'est très actuel parce qu'en ce moment, là on est dimanche, c'est le moment justement où Darmanin, par exemple, il veut faire interdire les manifestations de l'Action française, etc. Toi, c'est un sujet qui te touche, cet aspect justement de diabolisation des gens, parce que c'est autant pour toi, tu dis que ça t'est égal, mais ça semble t'énerver, à juste titre d'ailleurs, sur le fait que pour le coup, ça touche énormément de gens, énormément d'ailleurs de tes lecteurs. Ça m'énerve parce que déjà, ça met du temps à s'écrouler, cette situation, qui va s'écrouler quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas tenir comme ça, en fait. Il y a un tel décalage entre le discours, on va dire, majoritaire, officiel et autorisé, et ce que pensent les gens pour de vrai, que ça va finir par s'écrouler. Moi, j'aime pas parce que ça traîne, donc ça prolonge la souffrance. Et ensuite, oui, par contre, je suis, même si moi, ça m'atteint plus du tout, je suis toujours scandalisé quand je vois que ça touche des pauvres gens du quotidien, du peuple qu'on vient demander, et qui se font, toujours comme dans la BD, hein, qui se font traîner dans la boue, en plus de se faire saigner à blanc par les impôts. Ils sont toujours les coupables éternels. C'est toujours comme on voit les campagnes d'affichage contre le harcèlement de rue, les trucs comme ça dans la RATP, ou contre le harcèlement scolaire. Les phénotypes qui sont avancés dans les petits pictogrammes, c'est pas du tout les mêmes que la réalité, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Ça, c'est une constante. C'est une constante. Comment tu choisis de dessiner à un moment donné Satan? Parce que ce personnage de Satan est intéressant. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Je voulais quand même que le diable soit sexy. Je voulais en faire une espèce de beau gosse en costard Kenzo, là, torse nu en dessous. Je sais pas, je trouvais que c'était intéressant de faire comme ça. J'ai fait quelques ébauches. Au début, je l'avais fait vraiment démoniaque, un petit peu grassouillé avec des poils dans le dos. Ça m'intéressait pas. Et j'ai voulu lui donner justement cet aspect assez classieux et en même temps qui perd des abusés et plus raffiné qu'on ne le pense parce qu'on sent qu'il a des états d'âme. Il se plaint qu'aujourd'hui la qualité des gens à ramener des gens à torturer qu'on lui ramène
abaissé en comparaison à l'époque Berger, Fourniret, Mitterrand, et que du coup, voilà, on est sur une espèce de dandy du mal blasé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et le moyen, le médiocre. Il n'aime pas ce qui est moyen, mais il n'aime pas ce qui est moyen. Ouais, il veut renvoyer, limite, il veut en envoyer au paradis pour s'en Ouais, débarrasser. ouais, Il y ouais, a ouais, des ouais, ouais, échanges ouais. avec Saint-Pierre là-dessus C'est ça, qui ouais. sont très, très amusants. Et on parlait tout à l'heure justement de la violence qu'on retrouve dans tes bandes dessinées, dont la dernière. Euh, est-ce que, quel est ton regard aujourd'hui, en ce moment où il y a beaucoup de manifestations, il y a aussi différents types de violences qui sont affichées, aussi bien des violences du côté des Français que des violences aussi dans les banlieues, etc. Est-ce que tu penses que justement le peuple français est un peuple potentiellement violent? Je ne vois pas les violences de la part des Français. Tu parles desquelles? Tu parles au niveau des manifs des retraites Ah oui, bien sûr, exactement. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, donc des manifs des Français antifa. Ouais, Voilà, voilà. oui. Non, non, c'est ce sur quoi je voulais t'amener. Il faut être complet. Est-ce que je pense que le peuple français est un peuple violent? Bah, c'est un peuple régicide déjà, hein. C'est sûr et certain. Après, si violence il devait y avoir un jour, je pense que là, elle n'est pas du bon côté. C'est-à-dire que moi, j'avais observé ça sur Twitter. J'avais fait la remarque. Un truc qui me navre un petit peu, c'est que pour Lola, on était 2000 à manifester à Paris. Il y avait un Ah, toi, tu rassemblement. t'étais Moi, rendu. j'y étais. On était 2000, vraiment 3000 si je fais marseillais, même pas plus, quoi. Et tout le monde s'en fout. Bon, c'est pas grave. Les gamins se font égorger partout. C'est super. Il y a des schizophrènes qui se promènent partout. Par contre, la réforme des retraites, alors là, c'est parti. Ça dure 3 mois. Il y a les casseroles. On a des milliards dans la rue. C'est un truc qui est absolument terrible. C'est-à-dire que où sont les priorités? Où est-ce qu'on hiérarchise? Oui, les retraites, évidemment que c'est important parce que, enfin, moi, je sais mieux que personne. J'ai commencé ma carrière jusqu'à même 25-26 ans par des métiers très durs. Des métiers dont je sais que c'est inhumain de pousser les gens qui font ces métiers-là jusqu'à 60 ans. Même, on va pas se mentir, 55. Moi, j'ai vu des mecs qui étaient cassés en deux à 55 balais. Donc, évidemment que si on dit à ces mecs-là, mec, tu vas bosser jusqu'à 65 ans, c'est bien sûr l'amener à la mort. Enfin, c'est atroce. On est d'accord là-dessus. Mais à choisir entre avoir une pension de retraite de 200 € de plus et avoir son gamin qui se fait égorger dès qu'on sort dehors, ou alors se coucher là-dessus et hiérarchiser pour aller vers quelque chose qui, selon moi, est plus important, en l'occurrence la sécurité et l'uniformité du pays. Bon, bah écoute, les gens sont comme ça, quoi. Qu'est-ce que je te dis? C'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant. Et au sujet de la violence des gens dont on parlait, des antifas, des gens de gauche en général, je pense même pas qu'ils soient particulièrement convaincus ou intéressés par ce qu'ils disent. Tu vois, je pense que c'est des gens qui ont toujours foutu la merde. Ce sont des gens qui détruisent, en fait, hein. L'humanité se divise entre ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Bon, bah, les gauchistes ont toujours tout détruit, c'est comme ça, quoi. Ils détruisent même des trucs à eux, c'est-à-dire que l'autre jour, ils sont allés cramer, je crois, une vitrine de trottinette. Il y a que les gauchos qui prennent des trottinettes. Ils vont cramer ça, c'est pas grave, parce que ça fait un truc à cramer. Donc, bon, c'est. Mais c'est pour ça que les antifas, moi, je me suis toujours fait la réflexion, pourquoi est-ce qu'ils aiment tout ce qui est foireux, tout ce qui est pété, tout ce qui marche pas, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est sale. Vraiment, je me demandais, parce qu'on peut pas aimer ce qui est pété, quoi, ce qui est bancal. Et je crois qu'en fait, ce sont des gens qui veulent ramener le maximum de merde dans la société pour pas qu'on les repère eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je m'étais fait ça comme réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends la place de la République, par exemple, qui est une espèce de poubelle à ciel ouvert, bon, bah, là-dedans, tu vois pas forcément les antifas, tu vois, parce qu'ils collent au décor. Ouais, exactement. Alors qu'effectivement, si on est dans une société qui est en ordre, droite et propre, on les repère tout de suite et ils sont traités. Donc, je pense que c'est leur volonté cette volonté de mettre le chaos et de ramener tout ce qui est le plus dégueulasse possible, à mon avis, c'est surtout pour se fondre même dans la masse. Parce que ce sont des médiocres aussi, justement. Ce sont des médiocres, des ratés, des échecs biologiques. C'est vraiment des déchets sur pattes, quoi. Mais vraiment, hein, j'en suis sûr et certain. Darmanin, qui a ses défauts, mais qui a utilisé une formule intéressante, justement, il parlait des Black Bourges. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ces petits jeunes qui, le soir, l'après-midi, vont justement aller casser, bien sûr, en se cachant le visage, et le soir, vont aller chez papa-maman dans le 16e arrondissement, parce qu'en fait, c'est des fils de bourgeois, quoi. Ouais, mais parce que ça a beaucoup à voir avec, comme tu dis, la bourgeoisie. D'ailleurs, on a traité le sujet avec Renaud. On a mis Renaud aussi dans cette BD. Peut-être qu'on en parlera un peu après, mais j'ai l'impression que c'est une espèce d'addition entre la bourgeoisie, donc qui ramollit un petit peu les gènes, qui font que
Euh, Ces enfants-là, on ne peut pas leur en vouloir d'être nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ils sont nés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ces gens-là, n'ayant pas été confrontés à la difficulté, telle que la faim, les fins de mois difficiles, voire le froid, on ne sait jamais comment ça peut se passer, ou la difficulté à se loger, donc les gènes se sont un petit peu ramollis, il n'y a pas de système immunitaire qui fonctionne. Et quand en plus à ça, on rajoute le discours ambiant sur la culpabilité éternelle de l'homme blanc sur absolument tous les sujets depuis des milliards d'années, et ben ça donne ce genre de petit tas de merde, effectivement, qu'ont des enfants, des parents qui gagnent chacun 10 000 balles par mois, qui sont dans des apparts parquet moulure, et qui vont cramer tout ça parce qu'ils s'en veulent d'être comme ils sont. Alors que dans le même temps, justement, ceux qui sont qualifiés d'extrême droite et un peu comment dire, C'est les prolos. Voilà, c'est les prolos, c'est le mâle blanc hétérosexuel, plutôt fils d'ouvrier, ouvrier, petite classe moyenne, classe populaire. Et en fait, c'est vrai que ceux-là, on les défend jamais, quoi. Ben non, mais le prolo aujourd'hui est d'extrême droite parce que lui, en fait, il a mis du temps à payer sa bagnole et sa maison, et il est un petit peu mauvaise quand on vient lui cramer. Tandis que le fils de bourgeois, c'est pas grave, il peut en cramer autant qu'il veut, il a tout ce qui vient derrière. Donc, écoute, je sais pas, mais c'est moi j'ai l'impression, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, que plus ça va. Là, je te fais une analyse de bon sens, hein, c'est vraiment de la psychologie de comptoir, mais pour moi, ça semble vrai. Je pense que plus ça va aller, plus on va aller vers deux blocs, en fait. Il n'y a même plus d'histoire de blocs de gauche, de droite, d'extrême gauche, tout ça, ça va disparaître au profit des blocs de bon sens et des suicidaires, pour faire simple, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que si tu suis ta fuite vers l'avant, ta fuite en avant vers le progrès, vers toujours plus de progrès, il y a un nouveau truc tous les jours, hein. Il y a encore 3-4 ans, il n'était pas du tout pensable qu'on puisse se mettre à travestir des petits-enfants et qu'on leur explique que la sodomie c'est génial dès 2 ans et demi à la maternelle, tu vois. Pourtant, c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, et d'ailleurs, on voit des féministes, même très durs, hein, revenir justement sur la notion de progrès à cause de ce genre de données. C'est-à-dire qu'à un moment, elles disent, écoute, nous, on a été progressistes, on a lutté contre le patriarcat, contre l'extrême droite, tout ce que tu veux, mais en fait, là, c'est trop. C'est beaucoup trop, les mecs. Et le fait qu'elles disent simplement c'est trop, elles se font, elles ou ils d'ailleurs, peu importe, mais je prends l'exemple des féministes, se font littéralement immoler par les gens qui la veille étaient leurs amis. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, tout ça va opérer un tri, c'est-à-dire que ça va être soit tu continues dans le progrès, comme je l'avais dit, et en fait tu vas vers la corde, hein, parce qu'en fait tous ces gens-là sont des malades mentaux lourds. Ce sont des malades mentaux lourds. Ou alors, à un moment, tu as une espèce de sursaut, de regain de survie en train de te dire attends, on va se poser une seconde, on va regarder où on en est, et finalement, je vais aller vers ce que j'appelais hier les fachos, mais qui sont des gens finalement de bon sens. Alors, je te dis pas que le facho, au sens où on l'entend, que le vrai nazi ou n'importe quoi n'existe pas, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que l'immense majorité, on va dire 99%, des gens qui sont aujourd'hui qualifiés d'extrême droite sont simplement des gens normaux, en fait, hein, qui veulent simplement pas que en bas de chez eux, ça ressemble à la porte de la chapelle. Enfin, c'est pas être un nazi de vouloir ça. De vouloir simplement vivre en paix et de pas vouloir que ces gamins se fassent égorger. C'est juste ça, en fait. Et l'immense majorité des fachos, c'est ça. C'est simplement des gens qui veulent pas que ce soit la guerre en bas de chez eux, quoi. Alors, tu parlais tout à l'heure de la manifestation pour Lola, où tu t'étais rendu, justement. Ça avait été décrié par la presse comme si c'était justement une manifestation de nazis. Et de l'autre côté, il y avait cette déception. Moi, je crois que c'est Laurent Burton qui avait dû faire une vidéo. Il avait dit j'en ressors déçu parce que je pensais vraiment qu'il y aurait plein de gens qui viendraient à ce moment-là. Est-ce que c'est pas dans le fond, est-ce que c'est pas déprimant et démoralisant de se dire que cette problématique justement migratoire, identitaire, qui pourtant touche directement les gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des femmes françaises qui se font violer par des Afghans et ça a l'air de déranger personne. On propose des lois sur l'immigration et finalement elles sont toujours reportées parce qu'en fait c'est complètement d'actualité. Toi, tu as ressenti quoi du coup en sortant de cette manif par rapport à ça? Sur ce sujet-là, et au-delà de cette manif même, je suis passé par plusieurs phases, par lesquelles on passe tous à mon avis. La première, quand je suis sorti du gauchisme ambiant dans lequel j'avais baigné, pas gauchisme militant du tout, mais on va dire famille classique, un petit peu de gauche chantre, tu vois, tranquille, quoi. J'ai d'abord été surpris moi-même de voir ce que je découvrais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève le filtre
le filtre, on va dire, qui nous dirige vers l'antiracisme, etc., on est surpris par ce qu'on voit soi-même. Ensuite, j'ai forcément été j'étais très zélé, comme tous les nouveaux convertis, comme dès lors qu'on découvre quelque chose, on a envie d'en faire plus que le voisin, on a envie d'en faire des tonnes. Ensuite, j'ai été en colère de voir à quel point mes prises de position m'apportaient de problèmes. J'étais révolté. Ensuite, j'ai été dépité, parce que tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi Pourquoi Quand tu te rends compte un truc quand même, c'est que quoi qu'on pense on va prendre Marine Le Pen par exemple, qui est quand même pas, enfin c'est quand même pas Himmler, on va quand même se détendre. Hein. Ça demande absolument aucun courage si on est un peu révolté par l'immigration, si on n'a pas envie que en bas de chez soi ça se transforme en Liban. Ça demande absolument aucun courage de mettre juste un petit bulletin dans l'urne pour dire elle va peut-être changer un petit peu un truc, tu vois, un minimum, peut-être un tout petit peu sur la sécurité. Je parle même pas d'une histoire de génocide ou quoi, de toute façon, évidemment, qui promet pas ça, et encore heureux. Juste ça, et en fait, non, juste ça, les gens le font pas. Ils le font pas parce qu'ils sont encore, on en revient tout à l'heure, la culpabilisation blanche en permanence. On a tué tout le monde depuis des milliards d'années, on est des enfoirés, il faut qu'on s'excuse en faisant venir tout le monde ici. Et donc j'ai été dépité parce que je me suis dit, mais c'est affreux, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il leur faut aux mecs, quoi. Qu'est-ce qu'il leur faut? Ça fait 10 ans qu'on est en haute intensité. On a commencé par Mohamed Merah, si on prend vraiment le terrorisme dur. Hein. Mohamed Merah, ensuite il y a eu le Bataclan, enfin tous les trucs de terrorisme. Ensuite les petits trucs un peu dégueulasses au couteau, il y en avait 2 par semaine. Maintenant on sait que Paris c'est devenu super dangereux par endroits, c'est même plus la peine. Il y a même des petits gauchos, des petits bobos qui sont partis en disant désolé les mecs, mais là vraiment c'est trop, quoi. On voit tout ça, c'est inratable. Et non, on va faire barrage parce que marine, parce que je sais pas, nazi, tout ce que tu veux. Et je me dis, mais en fait, à quel moment les gens ont envie de vivre? Est-ce qu'ils veulent mourir? Ils peuvent mourir, mais à ce moment-là, qu'ils se foutent en l'air dans leur coin tout de suite et qu'ils laissent les gens qui ont envie de vivre, vivre, tu vois? Moi, c'est pour ça que je suis très agressif avec les gens. Je te parle pas des gens qui ne votent pas RN ou n'importe quoi, mais je te parle des gens qui vont trouver des excuses ou des circonstances atténuantes à tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui et qui vont dire qu'on exagère. Moi, je suis sûr qu'on n'exagère pas. Je suis sûr qu'on va vers quelque chose de réellement chaotique en France. On y est déjà, mais vraiment, c'est en train de prendre, à mon avis, des proportions incroyables. Et que ce sont tous ces gens-là qui nous mettent dedans, quoi, qui nous ralentissent, qui nous mettent dedans. Et donc, pour finir de répondre à tes questions, aujourd'hui, quel est mon état d'esprit? Je me dis que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus, on ne peut pas leur montrer plus d'horreur aux gens. On leur a déjà montré assez d'horreur, et s'ils ne réagissent pas avec tout ce qu'on leur a montré, ça veut dire qu'ils veulent mourir, ok. Je ne vais pas prendre plus de coups que j'en ai déjà pris pour sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Moi, je me contente simplement de ne pas dire le contraire de ce que je pense, de dessiner, de dire ce que je pense juste, pour mon pays, pour voilà. Voilà, je fais le boulot de mon côté. Qu'on m'insulte ou qu'on m'idolâtre, peu importe, moi c'est pareil. Mais voilà où j'en suis. En gros, juste pour finir aussi, moi je suis ce qu'on appelle aussi un accélérationniste. Pardon. Je te parlais tout à l'heure du fait que la situation ne s'effondrait pas assez vite selon moi. Moi je pense qu'on est arrivé à un stade où les solutions politiques douces et encore moins démocratiques n'auront d'effet. Je pense que ce qui va se jouer maintenant, ça va être démographique et organique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va forcément y avoir 2 blocs qui vont se foutre sur la gueule et on verra qui en sortira victorieux. Mais la victoire par les urnes, la victoire par la démocratie, par le communisme, enfin, tu vois, tout ce qui demande, tout ce qui est démocratique et tout ce qui est commun, pour moi, c'est un peu mou, quoi. C'est pas très intéressant, ça fait perdre du temps, on jacasse. Alors, il y a des gens qui ont un intérêt à tout ça. Tous les politiques, tous les partis confondus d'ailleurs, hein, ont un intérêt parce que c'est bien payé de jacasser. Tous les mecs sur les plateaux qui jacassent comme ça en permanence pour dire des trucs pas risqués, finalement, ils ont un intérêt aussi. Enfin, tu vois, tout le monde a un intérêt à tout ça. Donc forcément, puisque personne n'a envie de faire quoi que ce soit pour que ça bouge, il faut espérer que ça pourrisse le plus vite possible et qu'on repart sur des bonnes bases. Justement, moi, j'ai une vraie question
non pas que les autres n'en étaient pas, mais ce que je veux dire, c'est que depuis un an, depuis l'élection présidentielle, sur justement plutôt le camp dit contestataire, il y a une forme de lose, il y a une forme de déprime, je pense qui a été due aussi pas mal par la défaite de Zemmour, qui à un moment donné était à 15-20%. Les gens, même ceux qui ne se disaient pas qu'ils allaient voter pour lui, se disaient au moins les Français, ça montre qu'ils se réveillent, que le sujet identitaire est important. Et finalement, ça a été la même rengaine qu'en 2017 et qu'à chaque fois, qu'il est tombé à 7%. Et depuis, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est que chez pas mal d'influenceurs, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., ils ont voulu se dépolitiser. Ils ont voulu justement dire, de toute façon, la politique, ça n'intéresse plus, c'est fini. D'ailleurs, si on fait des contenus, ça les intéressera moins. Et donc, ils se sont plus penchés sur la logique un peu du bien-être, du travail sur soi. Beaucoup, je ne vais pas les citer, sont vraiment dans une logique maintenant de dire travaille chez toi, fais du sport, occupe-toi de toi. Et ont quitté un peu cet aspect politique. Ce n'est pas une critique que j'essaie d'émettre à leur égard, mais toi qui n'as jamais, même si encore une fois, ce que tu dis pas que tu rejoues un rôle politique, mais tu as une vraie influence sur les gens. Il y a des messages in fine qui passent, tu ne cherches pas forcément à le faire, mais ça se traduit dans tes BD. Pour le coup, tu ne t'es pas dépolitisé là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi autour de toi, les gens qui veulent de moins en moins s'engager, et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je te cache pas que c'est pas un truc que j'ai relevé particulièrement, mais peut-être que ça m'a échappé. Est-ce qu'il y a une loose ? Je pense qu'il y a une loose, mais le problème, c'est il y a deux types de loose. Il y a ceux qui ont la loose maintenant et qui vont retomber dans l'arnaque démocratique à la prochaine fois. Et il y a ceux qui ont la loose parce qu'ils se disent c'est vraiment foutu de chez foutu. Tu vois ? Quelque part, je pense que politiquement, démocratiquement en tout cas, électionnalement, là je commence à faire des mots nouveaux, mais au niveau des élections en tout cas, je pense que pour le coup c'est foutu parce que il faudrait en gros que... Enfin non, non, ça passera jamais. Je vois pas pourquoi ça passerait. Donc, enfin, de toute façon, c'est pas pour faire le complotiste ou quoi, mais en vrai, quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment dangereux, on le laisse pas s'exprimer à la télé devant les masses. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que... Après, attention, je dis pas que Zemmour a pas ramassé à mort toute la campagne et que ce qu'il a pas dit n'est pas intéressant. Je pense que ce qu'il a dit est intéressant. Et lui, l'homme, vraiment, je l'ai jamais rencontré, mais l'homme, je l'aime bien. Vraiment, je trouve qu'il a l'air honnête et vraiment, vraiment sincère. Et pour le coup, lui, il gagnait plus d'argent avant de faire de la politique. Pour le coup, il aurait parfaitement pu, lui, pour le coup, comme tu as raison, rester au chaud tranquillement chez CNews, à ramasser son pognon avec tous les bouquins qu'il vendait tranquillement et à rester dans son petit coin à dire des choses et à être admiré. Et effectivement, il est descendu dans l'arène et il en a pris plein la gueule. Donc oui, pour le coup, je pense qu'il est vraiment sincère. Mais je me suis un peu perdu dans ce que je disais, excuse-moi, la loose. Oui, c'est la loose en fait. D'un côté, c'est la loose, mais aussi parce que tu sais, je trouve que il y a tellement de puissance en face, en fait, tu sais. Le système est tellement puissant, à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, il faut baisser les bras. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vois, là, tu te promènes n'importe où, tu allumes la télé 2 secondes, tu vois la puissance et le poids de la propagande. Je veux dire, c'est une irradiation. Je veux dire, tu es en face d'un réacteur ouvert. C'est incroyable. Et des fois, tu te dis, en plus, c'est toujours dirigé vers le même, c'est-à-dire l'enfoiré de fils de pute blanc qui a une voiture, qui a une maison peut-être individuelle, enfin, tu vois, qui a tué tout le monde depuis des siècles. C'est difficile, quoi. Je comprends que les mecs soient dépités, quoi. Je comprends aussi que plus que Marine Le Pen, qui est quand même une... Bon, c'est un gros chat qui se promène tranquillement. Je veux dire, les campagnes ne sont pas très audacieuses. Mais Zemmour, pour le coup, la campagne avait été... il y avait une fureur dans ce truc-là. On sentait qu'il voulait vraiment, je pense que lui, une fois de plus, voulait faire bouger les lignes, croyait à son message. Il y a des gens qui ont cru, et puis ensuite, la débandade. Donc oui, ça peut faire mal, ouais. Et en même temps, il s'accroche encore, quoi. Toi, tu votes aux élections. Mm-hmm. Parce que ça m'amène justement à Renaud. Ouais, alors juste un truc avant la question sur Renaud, pour être cohérent dans ce que je dis. Moi, je dis que je vote pour déclencher un truc. Mais je vote jamais pour un candidat ou un programme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que moi, Dans ce cas, il faut voter Mélenchon. Si on veut qu'il y ait un accélérationnisme... Non, mais quelque part, tu as raison. Non, mais les centristes deviendront d'extrême droite, ça va radicaliser tout, et de toute façon, il ne pourra rien faire. Donc, Alors, quelque part, tu as raison. Mais moi, quand je te dis que je vote pour déclencher, c'est-à-dire qu'en gros,
Si on imagine qu'un Zemmour ou qu'une Marine arrive au pouvoir par un miracle comme ça foutrait automatiquement la merde et ça déclencherait des trucs et ça ferait peut-être sortir des gens de leur léthargie, tu comprends? Mais moi, ce qui est écrit sur le programme, j'y crois pas parce que le truc est forcément inapplicable, ne serait-ce qu'au niveau européen, les juges, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, moi, oui, je vote, mais je vote pour déclencher quelque chose. Ouais, sur les juges, je partage cet avis qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui avec le gouvernement dit d'extrême droite de Giorgia Meloni, Oui. et qui en fait n'a plus que rien parce qu'au final, l'Italie cherche à avoir les crédits européens, 300 milliards, et ils sont toujours tenus par le portefeuille. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec les Français. Ça m'amène encore à Renault, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension où à chaque fois le fameux barrage à l'extrême droite est aussi fait avec les bourgeois en leur disant de toute façon Marine Le Pen elle va faire fondre ton portefeuille, tu comprends, il y a les marchés financiers, etc. Pourquoi tu as voulu t'attaquer à Renault justement? Alors, on a voulu s'attaquer à Renault. C'est des deux. Okay. C'est pas pour me déresponsabiliser, mais c'est un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. Parce que Hugo et moi, on a une jeunesse ouvrière. On a toujours, même avant de travailler là-dedans, on a toujours beaucoup baigné dans cette vieille France ouvrière, les bleus de travail, etc. C'était de quelle région? Hein? T'étais dans quelle région? Parisienne, moi. Parisienne et puis lui dans le sud. Donc surtout à Paris avec l'argot, enfin t'imagines, c'est le bonheur, tu vois, les cafés, les gitanes. Et donc du coup, forcément, on aimait beaucoup les chansons de Renaud, Baston, où c'est que j'ai mis mon flingue, tous les trucs un petit peu rentrent dans l'art comme ça. Et en fait, en grandissant un petit peu, on prend du recul sur les chansons, on prend du recul sur les positionnements de l'artiste en l'occurrence, et on se rend compte que oui, enfin, on est sur un truc absolument navrant et qu'aujourd'hui, enfin, comme tu disais tout à l'heure, le prolo aujourd'hui il est d'extrême droite, au sens où on l'entend bien sûr, pas d'extrême droite historique, mais et il votait gauche avant. Bah voilà, tu vois, donc le prolo c'est un facho, donc qu'est-ce qui se passe, Renaud? Est-ce que les prolos d'aujourd'hui c'est des nazis? Est-ce qu'il faut leur marcher dessus? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est ça le problème de Renaud, c'est que mais je vais te dire, je sais même pas si on a été très dur avec lui dans la BD. Hein. Ouais. On a été très dur parce que parce c'est un alcoolique, il est tout le temps sous. bon là pour le coup on a plus été dans le réel, mais non, mais au-delà de ça on aurait pu faire l'économie de ça, mais c'est vrai qu'on a été très dur, mais parce qu'aussi très déçu, tu vois, c'est-à-dire que oui on s'est rendu compte qu'en fait notre idole, comme on l'a dit, c'est un fils de bourgeois qui a c'est un fils de bourgeois qui a toujours prôné depuis les beaux quartiers l'immigration massive, la gauche, etc. Bon, est-ce que c'est lui aujourd'hui qui subit ce qui se passe à la porte de la Chapelle? Non, c'est pas lui qui subit ça, évidemment que c'est pas lui qui subit ça. Pourtant, par l'amplitude de son discours, qui a été amplifié sur les ondes, des machins comme ça, évidemment qu'il a aidé à normaliser la gauche. Bien sûr qu'il a aidé à faire en sorte de montrer du doigt les vilains Le Pen, les vilains fachos, les vilains comme ça. Il est où maintenant? Est-ce qu'il a Barbès, Renaud? Est-ce qu'il goûte les fruits de tout ça? Bien sûr que non. Ils sont tous comme ça, tu vois, c'est pour ça que ça m'énerve. C'est que, à ce moment-là, sois cohérent et va habiter Porte de la Chapelle. Vas-y, tu les adores. Il paraît que c'est génial, vas-y. Tu vois. Et dans ta BD d'ailleurs, du coup, vous l'amenez dans un de ces quartiers. On l'amène dans un de ces quartiers pour voir comment ça se passe. C'est un peu ce qui s'est... Et ça m'amène justement ça m'amène un peu aux questions du public qui ont été faites, qui sont aussi liées à ça. Donc je remercie, il y en a plein qui ont posé sur Instagram, sur notre canal Telegram, différentes questions à ce niveau. Il y en a un, alors c'est pas vraiment une question, qui partage le fait que... alors je vais essayer de le retrouver. Alors, il est... Je le retrouve bientôt. Oui, c'est quelqu'un qui était à la FNAC de Strasbourg et qui a demandé les livres de Marceau. Et ils ont répondu oui, mais on ne l'aime pas trop, donc on ne le met pas en avant. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, tu te souviens? Oui. C'est ça, c'est du sabotage de basse intensité. Et ça fait partie, mais c'est pas grave, une fois de plus, on va pas pleurer sur le lait renversé, c'est comme ça. Mais j'estime quand même que si je bénéficiais d'une mise en place, on va dire, impartiale et normale, comme un auteur neutre, je pense sans déconner que je vendrais, allez, peut-être 30 ou 40% en plus, quoi. C'est pas grave, pas pleurer, mais c'est ce genre de petites actions sournoises et bien planquées qui font que... Voilà. Mais j'aime bien les afficher comme ça des fois quand j'en tombe, quand
quand j'en trouve sur les réseaux sociaux, parce que des fois, je tape, tu sais, Marceau dans la barre de recherche pour voir à peu près. Et je mets les trucs plus récents, notamment sur Twitter. Et des fois, je les vois en comité de boomers, comme ça, à lunettes colorées, là, en train de dire, tiens, moi, j'ai fait ça pour Marceau, j'ai saboté un machin, etc. Tu vois. Et alors, soit je like la publication, soit je fais un com du style coucou les filles, comment ça va, un truc comme ça. Parce que j'aime bien mettre la lumière dessus pour dire, mais je vous vois, en fait. Je sais que vous êtes là, je vous vois. Et voilà, c'est juste le petit truc que je m'amuse à faire, mais ça m'étonne pas. Oui, surtout, ça montre, c'est vrai que c'est pas la Fnac qui le décide. C'est vraiment le petit gars de la Fnac qui se dit je vais aller planquer, je vais aller planquer la BD pour pas que ça, on sent le gauchiste. Mais quoi. ils se prennent pour Jean Moulin quand ils font Ouais, ça. Hein. ouais, c'est ça. C'est que c'est la folie. Hein. Il y a une autre question de l'écorcère. Ouais. L'avenir de l'art, est-ce que c'est un retour aux techniques classiques ou c'est toujours plus d'art contemporain, inaccessible à tous? Il y a des questions pointues. Hein. Ouais, c'est fait un gros effort pour réfléchir. Là. Je ne sais pas. Alors, à titre personnel, j'ai un tout petit peu mis le nez dans les techniques virtuelles, informatiques. J'avais lancé une série de NFT une fois. J'en ai pas gardé une expérience incroyable. Je l'avais fait pour essayer parce que j'avais un copain qui m'avait dit que c'était une bonne idée. J'ai essayé. Ça n'a pas trop été la folie, c'est-à-dire que le fait de générer des machins automatiquement, virtuellement, avec l'IA, enfin, tu vois. Donc perso, j'ai pas aimé. Je pense en revanche qu'on va quand même de plus en plus aller vers. Après, ça dépend ce qu'on appelle l'art. Est-ce que c'est l'art à acheter ou l'art à regarder pour l'art contemporain, tu vois. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est joli et figuratif, ça se vend plus. Ce qui marche, on sait très bien que c'est les machins totalement obtus, mais on en revient aux subventions encore. Les espèces de merdes gigantesques de 5 mètres de haut, ça, c'est qui sont sur nos ronds-points ou pour des événements divers, c'est uniquement des subventions, ça. Uniquement des subventions. Et après, ça se vend. Donc, mais ça, c'est pareil, c'est un tout petit monde de dégénérés hyper riches qui font des machins, mais je crois que tu as même des trucs pour défiscaliser les œuvres d'art. Enfin, c'est aussi un business, tout ça. C'est pas juste. Enfin, ils sont pas cons, les mecs, évidemment, qui trouvent ça moche. Il y a du trafic, il y a du blanchiment qui c'est ça. Pouvoir ça. Ce qui est marrant, c'est que il y a le fait que tout cela, c'est subventionné, mais qu'en fait, le camp un peu des réfractaires ne l'est pas du tout. Oui. Si à la limite, il y avait autant de subventions, imaginons si la Furia était subventionnée, ça serait quand même quelque chose. Ah oui, mais j'ai toujours dit, si on était, si on bénéficiait d'un traitement impartial et égal avec ceux des autres, mais on serait sur la Lune, mon pauvre vieux. On serait sur la Lune. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu observes qu'ils sont tellement agressifs, on va dire les gauchistes pour prendre hyper large, quand tu commences à leur parler, même du bout des lèvres, même très timidement, de leur enlever un peu de subvention. Les mecs, ils s'étranglent. Ils convulsent, ils perdent des dents, ils transpirent. Enfin, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis pour. Tu sais, moi, je suis très, très sélection naturelle, très nature, très compétition. J'estime que les faibles, ça doit partir à côté et ne rester que les forts. Moi, je suis pour couper toutes les subventions. On voit qu'ils se démerdent. Vraiment, on voit qu'ils se démerdent. Moi, je peux te signer que moi, ça va. Chez Magnus, ça va aller. Laurent, ça va aller. Ceux qui ont été habitués, en fait, à avancer, à monter des côtes en vélo avec le vent dans la gueule et des sacs de briques derrière, ils vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont bosser et être disciplinés. Et puis les autres, il va falloir qu'ils bossent justement. Ou alors ils vont disparaître. Jonathan qui demande, comptez-vous un jour créer un dessin animé? C'est peu probable. C'est peu probable. Parce que c'est trop compliqué ou parce que c'est... Parce que... je ne saurais pas te dire... À la rigueur, ce serait un dessin animé avec des personnages à moi qui n'ont pas encore existé. Parce que j'ai pas envie qu'on mette une vraie voix sur Eugène, par exemple. Tu vois. Ouais. C'est con, mais j'ai envie que les gens s'imaginent sa voix. C'était quelqu'un qui disait, selon toi, quelle est la voix d'Eugène? Eh ben, je sais pas quelle voix il aurait, mais j'ai envie de moi continuer à l'imaginer et que les gens aussi se l'imaginent. Dans ce cas-là, tu l'imagines comment? Comment je l'imagine? Il y a beaucoup cette question. Alors attends, c'est pas con parce que pour le coup, j'ai jamais pensé. Je te dirais peut-être une voix un peu comme la mienne, mais avec un débit plus saccadé, plus angoissé, tu vois, plus nerveux. Moins doux que moi. C'est une question, quelqu'un qui demande aussi justement, alors je la retrouve pas. Oui, si,
comment fais-tu pour avoir cette voix apaisante, cette apaisante aura de calme? Voilà, c'est le terme que Ah, je ne sais pas, la testostérone, 10 ans de gitane. ouais. Non, je sais pas du tout pourquoi j'ai une voix comme OK. ça. Tu fumes encore ou Non, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. tu as arrêté? Hem, Spécialement d'ailleurs, je fais juste un point, mais comme ça ce sera su par le plus grand nombre. J'avais répondu sur Twitter: «J'ai arrêté spécialement pour vivre le plus longtemps possible et faire chier, les gens qui m'aiment pas». c'est vrai, mais pas pour des raisons, parce qu'il y a un peu cette mode quand même aussi, tout le monde arrête de fumer et cetera, qui comme si en fait maintenant je trouve quand même un fumeur, heu, c'est pas bien vu, quoi. J'ai rien contre les gens qui fument du Ouais. tout, c'était un choix personnel. Oui, tu veux dire la mode d'être hyper sain, de montrer qu'on fait du sport et Ouais, tout, bien ça que sûr. tu veux dire? Moi, j'ai été très angoissé un jour où, en fait, je me suis mis à fumer un petit peu, le jour où j'ai vu un sondage dans Le Figaro où, la question qui était posée, c'était de savoir s'il fallait interdire la cigarette dans l'espace public et 70 des gens répondaient oui, quoi. Oui, bah, oui, oui, oui. Au demeurant, c'est vrai que même en tant que fumeur, moi je faisais ce que je pouvais pour pas cracher ma fumée sur les autres parce que tu vois, c'est quand même, dans l'espace public, je comprends, mais bon, après c'est vrai que c'est toujours chiant. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure du zèle des nouveaux convertis. Les gens qui tout d'un coup se mettent, à faire du sport et être hyper sains et cetera, ils en font tellement trop que c'est hyper chiant, tu vois? D'ailleurs, ça, c'est une question, moi, c'est plutôt la mienne, mais il y a justement pas mal en ce moment, qui est plutôt pas mal dans un peu la sphère patriote, de jeunes qui vont être dans une logique de coaching, qui vont faire, du sport et cetera. Quels conseils tu leur donnerais aussi pour que ça ne soit pas que ça, que ça ne devienne pas vraiment le culte aussi du corps, sauf si tu penses que c'est une bonne chose, au sens où, juste faire du bodybuilding, quoi? Alors j'ai pas de conseils à leur donner, je peux donner mon ressenti. Je préfère que la société, on va dire que le discours, que la tendance, on va dire, que la tendance, soit au culte du corps et à la vie saine. Je préfère ça, évidemment, tu vois? Quand je t'avais dit que c'était énervant, c'est juste qu'en fait, les mecs en font des caisses avec de la musique et tout, c'est juste ça qui est, Mmh. mais c'est énervant. Évidemment que c'est beaucoup mieux d'avoir des vidéos qui te disent, «Fais du sport, fais des pompes, mange bien, fais des gosses», plutôt que l'inverse, plutôt Ah que ouais. prendre de la drogue, avorte et sois obèse, tu vois? Je suis d'accord avec ça. Non, sur le principe, je suis pas du tout, hostile à ce genre de message. Le problème, c'est comme avec tout, en fait, dès qu'il y a un marché, forcément, tu as les vautours qui débarquent et parmi ces coachs-là, j'imagine qu'il y en a qui sont parfaitement, dignes de confiance, que ce soit dans les produits qu'ils vendent ou dans les formations qu'ils proposent, c'est Est-ce que sûr et tu t'es certain. attaqué aux influenceurs dans le dernier numéro de La Furia? Moi? Oui, il y avait Qu'est-ce que en j'avais tout fait cas, la déjà? la Furia, j'ai vu un dessin qui s'attaquait justement aux influenceurs. Ah, avec le selfie, la meuf avec le, oui, Exactement, oui, ouais. ça, c'était en illustration d'un article de Stéphane Ouais, Edouard. ouais, c'est ça. Mais du coup, non, non, j'ai pas je suis pas hostile au principe, mais c'est juste que du coup, voilà, il y a toujours ton flot de vautours et les gens qui viennent récupérer, du pognon, comme à chaque fois que tu as un marché qui s'ouvre. Ouais, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs, enfin d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais heu, si à droite, pour l'instant, on a plus de gens, on va dire vertueux, à peu près, et encore que ça commence, sous le vernis, on commence un petit peu à voir les gens, c'est simplement parce que le marché de la droite, il est encore petit, Mmh. comparé au marché de la gauche qui tient tout. Mais bien sûr qu'on va avoir nos tas de merde à nous, nos escrocs, ça va venir en fait. Dès qu'il y a du pognon, bah forcément, il y a les gens bien et puis il y a les autres qui arrivent. Il y a Tristan qui demande: «Bonjour Marceau, as-tu déjà désespéré en dessin et si oui, comment te remotives-tu?» Je ne désespère, jamais parce que je suis d'un naturel, heu, frondeur, j'aime bien avancer. Donc je désespère jamais parce que j'ai jamais le temps de désespérer, en fait. Hem Et comment je me remotive? Je n'ai pas à remotiver parce que je me démotive jamais. Mmh. Il y a, une autre question aussi, qui est revenue pas mal de fois, sur YouTube aussi, c'est: «Mettez-vous des limites à vos dessins?» Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit: «Voilà, là, on va peut-être un peu trop loin, je peux pas dessiner ça»? Non, non, non. On s'est posé des questions, avec Papacito sur, certains enchaînements dans la BD, Expérience de mort imminente, parce que dans le ton, c'était quand même un petit peu, costaud. Mais on a finalement tout gardé pour préserver la beauté de l'œuvre, on va dire. Non, j'ai pas de limite. Si j'ai envie de dessiner un truc, rentre dans le lard, je le fais. À la rigueur, si je sens que c'est, de toute façon, c'est toujours relu évidemment avant que ce soit publié. Donc non, j'ai pas de limite, non.
Il y a une autre question. Alors, c'est un peu une synthèse, il y en a pas mal sur la question toujours qui revient à chaque fois sur tes tatouages. Là, elle est un peu différente. C'est pour ça que je l'ai sélectionnée parmi les autres sur le sujet. Si tu ne pouvais garder qu'un tatouage, lequel resterait? Le 44, Le 44. qui est ici. Et pourquoi? Pour raison personnelle. Je suis très attaché. Que tu ne pourras pas aborder ici Ah ben, bien sûr que non. Sinon, c'est pas intéressant. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne réponse là-dessus. Et la dernière question que je vais sélectionner, bon, quelqu'un très sympa qui dit Marceau fait partie des meilleurs dessinateurs. Oui, justement, c'est Bonsoir Marceau. Est-ce que le tatouage que tu as sur le torse, le crâne avec la casquette, est une référence à Marlon Brando dans L'équipé sauvage? Alors, je m'en suis rendu compte après l'avoir fait le tatouage. Allez. Parce que j'avais tapé comme d'habitude dans Google Images pour trouver un tatouage, enfin une image qui me plaisait bien. Parce que c'était comme ça que je les faisais mes tatouages, hein. Les gens pourront aller voir la première interview que j'ai faite pour Livre Noir où j'en parle un petit peu plus en détail. Mais moi, c'est quasiment que des conneries. Donc, non, c'est le premier truc que j'ai trouvé dans Google Images. Je voulais une tête de mort pour mettre au milieu. Et je la trouvais jolie. Et par la suite, effectivement, c'est quelqu'un qui m'a dit non, que c'est Marlon Brando. Et j'ai dit ouais. Heureusement, parce que j'aime bien Marlon Brando, donc ça aurait été autre chose. Ouais. Dernière question un peu technique, il y a pas mal de gens qui ont demandé si tu avais prévu des dédicaces à Nantes et une par exemple à la librairie des Deux Cités à Nancy, ou si tu n'as pas prévu de dédicace. Alors en dédicace, on en a 2 à venir d'ici la fin de l'année. On essaye maintenant de centraliser pour faire des gros événements à chaque fois. C'est plus simple. À Nantes, je vais être franc avec toi, non. Non, parce que c'est le seul endroit où j'étais vraiment pas tranquille quand j'ai fait une dédicace. En général, les mecs ils gueulent un peu, mais ça passe. Et là, Nantes, comme c'est vraiment le centre infectieux de l'antifascisme français, quand j'y étais allé, il y avait 40 CRS devant la boutique, des flics en civil partout, donc c'est vraiment pas possible, quoi. C'est pas possible. Même protégé, parce qu'on n'aurait pas de soucis, bien sûr, tu vois, je connais des mecs et tout. Mais pour les lecteurs et tout, c'est pas une bonne ambiance, tu vois. Donc Nantes et Rennes, non, à mon avis, c'est même pas la peine d'y aller. Ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de chercher la merde. C'est une partie de la France qui est perdue, et ben écoute, on n'y va pas. Pour le breton que je suis, c'est triste, mais je suis breton aussi, j'ai la moitié du sang breton. Hein. À la moitié, ok. Ouais. Par ma grand-mère. Par sa grand-mère. Ouais. Ok. C'est ce qui se traduit le plus en général, c'est la grand-mère. D'ailleurs, ça me venait une question, c'est que au final, parce que toi, tu étais bande dessinée, aussi tu es à la Furia, et bande dessinée, c'est un peu les éditions Magnus, etc. Est-ce que vous n'êtes pas aussi une sorte de forteresse un peu avec toi, Papacito, Burton, ou petit à petit, vous justement vous grossissez? Ben, on espère l'être. On a comme ambition, je dis on a comme ambition, si. Je fais partie de Magnus aussi. Chaque année, il y a 1 ou 2 projets en fait qui se mettent en place, quoi. Ouais, un peu plus, ouais. Bah écoute, on a pour ambition chez Magnus effectivement de devenir un petit peu la maison d'édition centrale de la droite française, pour prendre extrêmement large une fois de plus. Mais même au niveau de la droite, on a des gens qui viennent de gauche et tout chez nous. Enfin bref, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais oui, on aimerait bien être cette forteresse centrale, ouais. Et en ce qui nous concerne, nous, bah écoute, je sais pas. Moi, je prends assez peu de recul sur l'image que je peux avoir. Je me contente de... Tu sais, moi, je marche par tranche de 24 heures. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si dans 10 ans, je serai une superstar adulée par les foules ou oubliée ou peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me lever à heure fixe pour bien faire mon travail. Et à la fin de la journée, je regarde ce que j'ai fait. Et si j'ai fait de la bonne cam, je suis content. Et de journée en journée, on en arrive à 15 ans de carrière et un jour à 50, à 80. Et on verra où on en sera à ce moment-là. Oui, c'est quelque chose aussi qui est recommandé à faire pour les gens qui sont dans une sorte de dissidence, c'est d'être en capacité aussi de construire des pôles où les gens sont plus forts ensemble. On voit même aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses sur Bolloré, etc. Même si ce n'est pas exactement sur la même ligne, voilà, on sent bien que c'est plus fort aujourd'hui l'espace médiatique. On est plus protégé d'une certaine façon qu'il y a quelques années. Et oui, mais parce que tu vois, on en revient à ma modeste analyse au sujet des 2 blogs dont je te parlais tout à l'heure, tu sais. Il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent tout simplement plus rester dans le progressisme au sens où on l'entend, mais parce qu'ils sont virés en fait. Ils se font virer. Moi, je suis mort de rire avec le recul parce que je connais un petit peu le nom des gens qui me suivent, pas tous évidemment, il y en a beaucoup trop, mais il y a quelques pseudos que je vois. Et j'en vois quelques-uns qui me traitaient de facho hier, qui sont fachoisés maintenant. Parce qu'en fait, ça va tellement vite, ça progresse tellement vite,
que en fait, le modéré d'hier sera le facho de demain. Mhm. Et le woke d'aujourd'hui se fera manger demain par des créatures à cheveux verts parce que il aura dit un truc qui va pas, parce que je sais pas quoi. Donc en fait, oui, c'est très bien parce que tout ça va se réunir. Les tarés d'un côté, les gens normaux de l'autre. Tu vois. Voilà, pour faire simple, ça va être ça l'idée, quoi. Et si des gens, effectivement, qui pensent pas forcément comme nous partout, Bolloré, c'est Hanouna, je crois. Ouais. Ouais, bon, tu vois, Il y Hanouna, a je suis pas. CNews et il y a Voilà, Hanouna, c'est les ouais, deux. tu vois, bon, Ouais. par exemple, Hanouna, je suis pas trop fan. CNews, j'aime pas tout, mais effectivement, on avance petit à petit, et si ça peut éveiller des gens, c'est toujours ça de gagner. D'ailleurs, quand tu parlais des anciens gauchos qui après deviennent fachos, je crois que c'était l'analyse de Papacito à un moment aussi qui disait que, et même j'avais vu des journalistes qui expliquaient qu'il n'y a pas que les fachos qui regardent Papacito, il y a des gens très lambda de gauche Oui, et oui, qui en oui. fait vont être convaincus. Et progressivement, ils sont amenés, après ils lisent des livres, ils lisent des BD, il y a cet aspect aussi de vulgarisation où les gens ils basculent en l'espace de 6 mois, quoi. Oui, c'est ça, ouais. En 6 mois, ouais. Comment pour conclure, s'il fallait expliquer à quelqu'un ce qu'il découvrira dans ta bande dessinée Expérience de mort imminente, qu'est-ce que tu lui dirais brièvement? Je peux m'envoyer des fleurs un peu, là? Oui, Bon. c'est le but. Qu'est-ce qu'il va... Alors, il va découvrir un excellent graphisme, parce que j'ai vraiment bien léché cet album pour avoir quelque chose d'à la fois fin et dynamique. Donc, ça va être de très beaux dessins, s'il aime bien la BD. Au niveau du contenu, on est quand même sur du gros incorrect et des textes très bien montés, c'est-à-dire que c'est pas simplement des trucs brutaux et offensants, non, c'est vraiment bien mis. Il y a des scénarios qui sont très fluides, qui marchent très bien. Il y a pas mal de sujets abordés, je crois qu'il y a peut-être une dizaine d'histoires, je crois, dans les parages. Donc il y a à manger pour tout le monde, ça fait entre 25 et 3 pages, les histoires. Et voilà, très belle BD, très bien construite, très rigolote. Je l'ai fait lire à des gens qui n'étaient pas forcément du camp national, pour faire simple, ils ont trouvé ça très bien aussi. Oui, c'était une question qui était posée de savoir ce que ton entourage en avait pensé ou les gens qui n'étaient pas forcément les mêmes idées. Ça passe, Ouais. ça passe. Mais ça passe parce que c'est bien fait, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas offensant 6 ou offensant, mais c'est amené d'une telle manière qui fait que. Donc, Et non, ça non. s'arrête jamais, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai vraiment trouvé super. Il y a une blague, il y a une vanne, il y en a une deuxième, il y a une troisième, il y a une quatrième, et on se dit vraiment, en fait, c'est ça, quoi. C'est le rythme. Ouais. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce qui est ce qu'on appelle un découpage. Le découpage dans le jargon technique, c'est la façon dont ça s'enchaîne, tu vois. Est-ce que quand tu lis quelque chose, ça va fluide, ou est-ce qu'au moment tu t'arrêtes en disant tiens, c'est quoi ce machin-là, pourquoi c'est ici, tu vois. Un découpage qui est mal fait, tu t'arrêtes un moment en disant tiens, qu'est-ce que ça fait ici, ou tiens, j'aurais fait différemment, tu vois. Quand ça coule comme ça tout seul, ça veut dire que le découpage est bon. Et ça, très modestement, le découpage, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que ce soit parfait. Donc là, c'est nickel. Ouais, merci beaucoup, Marceau. En tout Merci cas, à moi, toi. j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à se procurer cette bande dessinée. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il faut la prendre, faire comme moi dans le train, pour la montrer aux voisins. On a mis le lien en description de cette vidéo. Je les invite aussi. Vous rééditez du coup aux éditions Magnus tes différents opus justement précédents, donc notamment Brum. Je les invite aussi à découvrir un peu la revue de la Furia, justement. Ouais. Est-ce que je peux parler 2 minutes des rééditions de Brum ou pas? Oui, complètement, bien sûr. Alors ça, c'est important parce que ce ne sont pas de simples rééditions, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas ce qui a été publié dans d'autres maisons d'édition avant. Retravaillés. Je les ai retravaillés, je les retravaille, ça fait quelques mois que je les retravaille, il me reste encore 2 mois de travail. Donc les 4 premiers Brum, qu'est-ce que c'est au niveau chronologique? C'est, on va dire, 2015-2019. Donc ça se fait sur 4 ans. Le trait et la pensée ont beaucoup évolué chez moi. Et donc j'ai voulu, on va dire, remasteriser toutes les planches qu'il y a dedans. Quand je dis remasteriser, ça veut dire qu'en gros, on garde évidemment, on va garder le découpage et le scénario de chaque planche. Ça bouge pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du Marceau première époque. Par contre, comme on passe pas notre temps à tout rééditer, je me suis dit que pour l'occasion, c'était le moment de refaire certains des dessins. Donc on va dire que je retouche 80% des dessins qui sont dedans. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, hein, il suffit juste de faire un collage par-dessus, de repasser dessus et en gros de retravailler le trait. C'est-à-dire que le tracé est plus fin, plus agréable à lire. Et du coup, voilà. Et ces 4 Brum vont être réédités à la rentrée. Et ça va beaucoup plaire à la fois aux nouveaux lecteurs parce qu'ils auront une version
vraiment propre et moderne de mes Brums passés. Et ça pourra aussi intéresser les anciens lecteurs parce que du coup, ils redécouvriront les mêmes planches qu'ils ont déjà lues, s'ils veulent le racheter bien sûr, avec un regard nouveau et un tracé plus souple et plus fin. Comment tu le vis d'ailleurs quand tu te replonges dans tes anciennes BD? C'est un cauchemar absolu à tous les coups, mais ça, on ne pourra jamais me l'enlever. J'ai quasiment presque 15 albums au compteur maintenant, en tout, et alors, je gère la création des albums assez simplement, puisque maintenant je suis habitué, donc je sais gérer les angoisses classiques hein, de la page blanche, des machins comme ça, des délais, ça je sais les gérer. Mais j'ai toujours énormément de mal à regarder ce que j'ai pu faire avant, parce que je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot? Il n'y a rien qui va, c'est dégueulasse, j'aurais pas fait comme ça. Alors là, je réédite, je fais ça spécialement pour les 4 Brums, mais je vais pas faire ça tous les 5 ans pour tous mes albums, parce qu'en fait, je vais jamais m'en sortir. Mais là, comme les Brums, c'est vraiment une série importante pour moi, c'est celle qui m'a fait connaître. Je tenais vraiment, quitte à rééditer, à faire le travail proprement, voilà, pour que les gens en aient pour leur argent. Ah, c'est génial. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Marceau pour cet entretien. On a passé à peu près Merci une à heure et toi. quart ensemble, donc j'étais Super. vraiment ravi. J'invite aussi nos abonnés à participer à la grande consultation de Livre Noir qu'on a lancée il y a 3 semaines. Donc n'hésite pas à dire, on vous interroge un peu. On a eu plus de 1000 réponses détaillées sur nos projets qu'on peut avoir pour l'année prochaine, vos avis, les idées d'invités, etc. Et il y aura un live le jeudi 1er juin, comme j'avais promis aussi, pour un peu vous présenter tout ce qu'on a prévu de faire. Donc voilà, merci encore Marceau. Merci. J'invite vraiment les gens à se procurer ta bande dessinée. Et du coup, peut-être qu'on se verra à la rentrée de septembre. En tout cas, voilà, je lance Quand tu veux. l'invitation une prochaine fois. Voilà. Ça marche, À salut. très bientôt, bonne soirée à tous.